Salut à tous, c'est Nico et Games Workshop vient de nous lâcher les règles entières de la V11, alors la majorité est en anglais puisque au moment où j'ai enregistré ça, le PDF français n'était pas dispo, mais on va passer en revue littéralement toutes les phases, tous les changements, tout ce qui a bougé dans le jeu en V11, et puis évidemment vous aurez un petit live ce mercredi à 14h pour qu'on vous parle un petit peu plus en détail de tout ça avec l'autre Nico et explorer les changements sur comment ça se joue. Alors, on commence par la phase de commandement. Les joueurs gagnent toujours un PC par phase de commandement de chaque joueur. Ça ne change pas. Maintenant, par contre, on commence par un jet d'ébranlement. Chaque unité actuellement ébranlée doit faire un jet d'ébranlement. On n'est plus automatiquement désébranlé au début de son tour. Chaque unité qui est à sa demi-force ou sous sa demi-force doit faire un test d'ébranlement durant le tour du joueur qui possède cette unité. Ça veut dire que si vous avez une unité qui est déjà ébranlée sur un objectif, vous ne pouvez pas faire bravoure insensée pour réussir automatiquement le test et du coup tenir un objet, puisque vous ne pouvez pas utiliser ce stratagème puisque vous êtes ébranlé. Par contre, vous pouvez toujours utiliser ce stratagème sur une unité qui n'est pas encore ébranlée mais qui risquerait de l'être. On déclenche ensuite toutes les aptitudes qui doivent se déclencher en phase de commandement, sauf si l'aptitude dit que c'est au début ou à la fin de la phase, là effectivement ça se fait maintenant. Mais maintenant il y a une étape spécifique où les aptitudes de commandement se déclenchent, alors qu'avant il fallait un peu deviner comment il fallait séquencer. Et enfin, on vérifie tout ce qui est scoring et mission. Donc si vous avez potentiellement une aptitude qui enlève l'ébranlement courant de la phase de commandement, ou au début de la phase de commandement, eh bien vous pouvez tout à fait scorer maintenant, alors qu'avant c'était pas tout à fait aussi clair. Au niveau du mouvement, le mouvement de base n'a pas changé, vos figurines passent toujours à travers les figurines amies, vous pouvez toujours passer par n'importe quel endroit où le socle de votre figurine passe, vous ne pouvez toujours pas passer à travers les figurines ennemies, et vous pouvez pas traverser le bord du champ de bataille, votre socle ne peut pas sortir de la table pendant votre déplacement. On mesure les déplacements exactement pareil, donc vous mesurez de l'avant du socle jusqu'à l'avant du socle, ou de l'arrière du socle jusqu'à l'arrière du socle, mais ça se mesure comme d'hab, et on peut pas finir à cheval sur un décor, on doit respecter la cohésion. Vous pouvez monter dans un étage si votre socle rentre, mais si votre socle rentre pas, ou que vous êtes à cheval sur un bout de ruine, ça vous avez pas droit. Pour les véhicules et les monstres, ça a changé, par contre, il n'y a plus de pivot à payer. En V10, vous payez un pivot de 2 pouces dès que vous faites un tour, sauf si vous êtes un monstre sur socle rond, ou si vous êtes un véhicule sur socle rond avec je sais plus quel truc, bref, c'était un bordel. Là maintenant c'est plus simple, il n'y a pas de pivot, vous pouvez juste bouger en ligne droite, dans n'importe quelle orientation, ça peut être une diagonale, tout droit, en arrière, droite, gauche, ce que vous voulez, mais vous bougez en ligne droite, vous pivotez à chaque fois que vous avez besoin, c'est gratuit, vous pivotez depuis le centre de la figurine et vous continuez à avancer comme ça. Vous allez donc probablement pouvoir gagner un petit peu de mouvement en faisant plein de petits pivots pour grappiller un peu à droite à gauche. Ce sera, j'imagine, de l'ordre du fair play de gérer ça. Vous allez aussi, avec les véhicules, pouvoir passer à travers toutes les figurines amies, mais aussi toutes les figurines ennemies. Vos véhicules et vos monstres passent à travers les figurines ennemies, sauf évidemment les autres figurines de monstres et véhicules. Ça veut dire qu'on ne vous bouchera pas votre defiler avec un vieux cordon pourri juste devant votre mur, on ne vous bouchera pas un Fulgrim, bon il vole donc on s'en fout, on vous bouchera pas un Carnifex avec une espèce d'escouade pourrie à 50 points, vous passez à travers, donc à moins que l'adversaire vous ait fait une ligne qui vous empêche de placer votre socle, vous les traversez, ça c'est plutôt marrant. Par contre, vous ne pouvez traverser que pendant le mouvement normal ou d'avance, pas pendant la charge. Au niveau du vol, les figurines qui ont le mot-clé vol peuvent choisir de passer par les airs, et dans ce cas-là, elles auront moins 2 pouces à leur mouvement maximum, mais par contre, ça leur permet de traverser toutes les figurines ennemies et tous les décors. Si vous pouviez déjà passer les décors, vous n'avez pas besoin de voler, à moins que vous vouliez passer au-delà des figurines ennemies. Imaginons que vous soyez une infanterie qui vole, vous n'avez pas besoin d'enlever 2 pouces, vous passez déjà à travers les murs. Par contre, si vous voulez voler au-dessus d'une unité ennemie, là, il va falloir dépenser vos 2 pouces pour passer au-dessus. Par contre, tout ce qui est monstre volant ou véhicule volant, eh bien vous allez pouvoir traverser les figurines et les unités ennemies par défaut, mais si vous voulez passer les murs, il va falloir prendre moins 2 pouces à votre mouvement. Pour les décors, tout le monde traverse les décors légers, donc ça va être les micro-ruines, les petites barricades, les machins comme ça. Toutes les parties d'un décor plus gros qui font moins de 2 pouces, tout le monde les passe aussi, ça c'est comme en V10, sinon il va falloir escalader, donc mesurer la hauteur pour monter, mesurer la hauteur pour traverser, mesurer la hauteur pour redescendre, etc. Il y a maintenant plusieurs types de mouvements qui sont listés individuellement, c'est un petit peu plus clair. Vous avez toujours resté immobile, rien ne bouge, aucune figurine ne bouge, vous avez choisi de rester immobile. Vous avez fait un mouvement normal, ça c'est comme en V10. Vous avez fait un mouvement d'avance, c'est comme en V10. Un mouvement de retraite, c'est comme en V10. Un mouvement de débarquement, ça c'est un petit peu clarifié. Et un mouvement d'arrivée, ça décrit les arrivées depuis les réserves pour que ça soit moins confus qu'en V10.
Donc restez immobile, ça ne change rien, vous n'avez fait bouger littéralement aucune figurine, ni en ligne droite, ni en pivotant, ni rien, vous n'avez même pas le droit de pivoter du tout pour rester immobile, ça ne déclenche aucune règle adverse puisque vous n'avez pas bougé, voilà, votre unité a choisi de ne pas bouger du tout. Mouvement normal, c'est un mouvement comme maintenant, votre figurine doit ne pas être engagée pour avoir le droit de le faire. Mouvement d'avance, c'est comme maintenant, vous bougez de votre mouvement plus un des 6, vous pouvez le faire que si vous n'êtes pas engagé, et vous ne pouvez pas charger, et vous ne pouvez pas entreprendre une action, sauf évidemment règle spéciale. Le mouvement de retraite, alors soit vous n'êtes pas ébranlé et c'est une retraite en bon ordre, ce qui est une retraite normale, comme en V10, qui vous empêche de tirer, de déclarer une charge ou de faire une action, comme en V10, soit vous êtes ébranlé, dans ce cas-là c'est une fuite désespérée, et pour pouvoir faire cette fuite désespérée, il va vous falloir faire un jet de à risque, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est plus dangereux qu'avant pour les figurines à 1 PV, moins dangereux pour les figurines enfin autant dangereux pour les figurines à 2 PV, moins dangereux pour les figurines à 3 PV, et plus dangereux pour tout ce, enfin, et moins dangereux pour tout ce qui est monstres et véhicules, puisqu'ils ne sont plus détruits automatiquement, on en parle assez rapidement. Au niveau du débarquement, vous avez maintenant 3 options. Déjà, pour pouvoir débarquer, il va falloir que le transport n'ait pas fait d'avance, sauf règle spéciale, typiquement le Rhino des Emperor Children. Le transport ne doit pas faire un mouvement de retraite, si le transport s'est replié, vous ne pouvez pas débarquer, et si l'unité n'a pas embarqué à cette phase, vous ne pouvez pas embarquer et débarquer dans le même tour, sinon ça fait des super tremplins. Donc ensuite, si le transport a fait un mouvement normal ou un mouvement d'arrivée, vous pouvez débarquer dans les 3 pouces, par contre évidemment vous ne pouvez que tirer, vous ne pouvez pas bouger ou charger. Ensuite, vous pouvez faire un débarquement tactique. Vous débarquez dans les 3 pouces du transport, vous pouvez faire un mouvement normal, faire un mouvement d'avance, tirer, charger, ce que vous voulez. Et débarquement de combat, ça c'est si vous ne pouvez pas faire le débarquement rapide ou le débarquement tactique, vous devez faire un débarquement de combat. Dans ce cas-là, vous devez faire un jet de à risque pour chaque figurine de l'unité, ce qui va vous faire perdre des bonhommes. Par contre, ça vous permet de vous mettre au corps à corps avec une unité qui serait déjà engagée avec le transport. Vous pouvez pas déclarer de charge, ça vous permet de débarquer dans les 6 pouces. Donc en gros, si votre transport a bougé ou est arrivé à ce tour-là, vous faites votre débarquement rapide, comme en V10, vous descendez, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas charger. Si votre transport n'a pas bougé, vous pouvez descendre, bouger, avancer, charger, ce que vous voulez. Et par contre, il y a un nouveau mode, c'est que si vous voulez absolument débarquer dans votre tour, mais que l'ennemi vous a encerclé votre transport et que du coup vous pouvez pas bouger le transport sous peine de faire une fuite désespérée et que vous voulez débarquer, vous pouvez débarquer dans les 6 pouces du transport, au corps à corps avec l'unité adverse. Par contre, votre unité est ébranlée et vous prenez un jet de à risque. Mais ça vous permet de ne pas rester coincé dans votre transport et de risquer de perdre trop de figurines. Il y a des cas où vous allez quand même perdre un paquet de figues et il y a des cas où ça sera relativement intéressant. Ça dépendra du profil de vos figurines. Vous avez aussi le débarquement d'urgence quand le transport est détruit, ça fonctionne plus ou moins comme en V10, c'est-à-dire que le transport est dégommé, vous faites un jet de à risque pour chaque figurine qui est dedans, vous devez placer vos figurines en cohésion tout ensemble, non engagées au corps à corps, dans les 6 pouces du transport. Si vous ne pouvez pas placer les figurines dans les 6 pouces non engagées, alors les figurines qui ne rentrent pas sont détruites, votre unité sera ébranlée, jusqu'à la fin du tour, elle n'est pas éligible pour déclarer une charge, et en plus, vous prenez la destruction des phases du transport après avoir débarqué. Donc vous allez prendre le à risque et l'explosion du transport si vous n'avez pas de chance et qu'il pète, donc votre unité va se faire défoncer, et en plus, elle se retrouve dans la pampa, ébranlée, à rien pouvoir faire, donc c'est extrêmement punitif d'être dans un transport qui est détruit. Il va vraiment falloir descendre du transport avant qu'il pète, rester dans le transport à votre tour si vous pensez que l'adversaire va voir le transport, c'est pas une bonne idée. Au niveau de la cohésion, la portée de cohésion, elle a un peu changé. Maintenant, c'est tout le temps 2 pouces d'une figurine de l'unité. Il y a plus de, si votre unité a plus de X figurines, il faut être à 2 pouces de 2 figurines. Là, c'est terminé, c'est 2 pouces d'une seule figurine. Par contre, toutes vos figurines doivent être dans les 9 pouces de toutes les autres figurines de l'unité. Il suffit qu'il y ait un petit bout de socle qui soit dans la portée, faut pas être entièrement à 9 pouces, comme on le voit sur le diagramme, mais ça vous oblige à rester globalement dans une petite zone. 9 pouces, c'est quand même pas ridicule, hein, ça permet de rentrer 20 boys sans problème, en les écartant même un petit peu, y a pas de souci. Par contre, c'est la fin des méga cordons étirés à travers toute la table, c'est la fin des grosses charges élastiques, avec des bandes de 20 bonhommes qui se mettaient à engager la moitié de l'armée adverse si vous aviez pas fait gaffe, tout ça c'est fini. Une unité qui n'est pas en cohésion à la fin d'un tour doit être remise en cohésion. C'est à la fin du tour, pas à la fin de la phase, et à la fin du tour, toutes les figurines qui sont pas en cohésion, bah vous les enlevez une par une jusqu'à ce que l'unité retrouve sa cohésion, donc c'est toujours aussi punitif que maintenant, et ça ne déclenche aucune règle liée à la destruction de la figurine. Si vous aviez un
tire quand je suis détruit, ça marche pas. Si vous aviez je fais des BM sur un truc engagé quand je suis détruit, ça marche pas, etc. etc. C'est juste punitif, donc vous avez vraiment pas intérêt à ne pas être en cohésion. Il y a peut-être des cas où ça vous arrangera, mais de toute façon, vous n'avez pas le droit de finir un mouvement sans être en cohésion. La seule manière d'être plus en cohésion, c'est si l'adversaire a détruit certaines figurines qui étaient placées bizarrement, et du coup vous vous retrouvez avec un personnage qui est complètement à l'autre bout du reste de votre unité, mais globalement ça va arriver beaucoup moins souvent qu'en V10. Au niveau de la visibilité, les lignes de vue se mesurent exactement pareil qu'en V10, vous mesurez d'un bout de la figurine au bout de l'autre figurine cible. Donc vous continuez à mesurer depuis les ailes, les griffes, les armes, les canons, les bras tendus, tout ce que vous voulez, tout ça c'est toujours comme en V10. Pas fan, personnellement, j'aurais préféré mesurer depuis le socle, mais bon, là, on mesure depuis la figurine elle-même, donc voilà, ça veut dire que si vous avez un bout d'aile qui dépasse d'une ruine, vous pouvez toujours tirer, si vous avez juste un bout de canon d'un véhicule, vous pouvez toujours tirer avec toutes les armes, etc. Ça change pas. Les empreintes de décor bougent toujours la visibilité, comme en V10. Une figurine qui est complètement derrière une empreinte n'est pas visible d'une figurine qui serait complètement de l'autre côté de cette empreinte. Les murs des rez-de-chaussée des ruines sont considérés comme pleins par défaut dans les règles. Ils sont donc opaques. Donc si jamais il y a un mur qui est traversé et que votre figurine en théorie elle voit à travers une fenêtre, ça ne compte pas. Le rez-de-chaussée il est opaque. Par contre à l'étage, les fenêtres comptent. Ça va faire râler beaucoup de monde. Vous pourrez très bien jouer sans cette règle avec vos amis si vous êtes tous d'accord. Si vous jouez des forêts, des trucs comme ça, il faudra vous mettre d'accord sur la hauteur à laquelle c'est bouché ou pas. Ça va être un peu chiant à gérer. J'aurais préféré qu'ils laissent ça à l'appréciation des gens et que eux préconisent des décors qui sont pré-bouchés et comme ça il n'y avait pas de question. Tout ce qui est couvert et être caché. Pour avoir le bénéfice du couvert, les infanteries, les bêtes et les nuées le gagnent automatiquement si toutes les figurines sont dans une zone de terrain. Si je peux voir une seule figurine en entier qui n'est pas dans la zone de terrain, alors l'unité n'a pas le couvert. Donc si vous avez mis 10 figurines sur les 12 dans la zone de décor, mais qu'il y en a 2 qui sont derrière l'empreinte, si moi je fais le tour de l'empreinte et que je vois ces 2 figurines-là entièrement, je vous tire dessus, vous n'avez pas le couvert, et donc je n'ai pas -1 à ma CT. C'est ce que ça fait maintenant, quand vous tirez sur un truc à couvert, vous avez -1 à votre CT. Pour les véhicules et les monstres et les montées, etc., vous gagnerez le couvert si la moindre partie de la figurine n'est pas visible à cause d'un décor ou d'une empreinte de décor. Donc si vous avez une moto qui est légèrement cachée par un bout de ruine par rapport à ma ligne de vue là tout de suite, eh bien elle a le couvert. Si par contre je la vois entièrement alors qu'elle est en plein milieu d'une zone de terrain, elle n'a pas le couvert puisqu'elle n'est pas infanterie bête et nuée. Un véhicule en plein milieu d'une empreinte que je vois entièrement, il n'y a aucun bout de décor qui cache le moindre bout du véhicule, eh bien je le vois entièrement, il n'a pas le couvert. Par contre un véhicule qui serait un peu caché à mi-chemin sous un mur, si je le vois pas en entier, il a le couvert. Vous pouvez aussi vous cacher, ça on a déjà parlé 20 000 fois, les infanteries bêtes et nuées peuvent être cachées, il faut qu'elles n'aient pas tiré pendant ce tour ou pendant le tour précédent. Ça veut dire que si vous avez tiré tour 1, mais vous ne tirez pas tour 2 et vous ne tirez pas tour 3, et bien au tour 3 vous êtes toujours caché. Vous pouvez redevenir caché si ça fait du coup 2 tours que vous n'avez pas tiré. Pour se cacher, il faut avoir le mot-clé infanterie, bête ou nuée, et il faut être dans une zone de terrain qui contient un ou plusieurs éléments de terrain dense, à savoir les ruines, les containers, les générateurs, les choses comme ça, c'est les plus gros terrains. Et donc si vous êtes caché, on ne peut pas vous voir, c'est même pas qu'on peut pas vous cibler, c'est on ne vous voit pas, vous n'êtes pas visible, sauf si on rentre dans les 15 pouces. On sait que cette portée de 15 pouces pourra être modifiée, hein, il y a plein de stratagèmes et de trucs qui ont l'air de pouvoir l'augmenter, mais donc ça ne marche pas dans les zones de terrain qui ont des petits décors légers ou juste des petites barricades. Si vous mettez votre infanterie dans une zone de décor qui est une petite barricade, elle n'est pas cachée. Donc au début de votre game, si vous placez vos figurines collées aux barricades qui lissent votre zone de déploiement, vous êtes visible. Vous êtes dans la ruine, vous êtes visible, donc ne le faites pas. Ça ne marche que dans les zones de décor qui ont des éléments denses, donc les trucs qui ont des ruines dedans. Ensuite, on va parler du tir. Pour tirer, vous avez 3 options. Vous avez le tir normal, vous tirez normalement, ça vous empêche de faire une action après que vous ayez tiré. Vous avez le tir d'assaut, ça vous permet de tirer après avoir avancé. Évidemment, vous ne pouvez le faire que si votre arme a le mot-clé assaut, ça vous empêche de faire une action. Donc si votre unité a le droit de faire une avance et une action, si elle tire, elle ne peut quand même pas faire d'action. Et enfin, le tir indirect, vous touchez à 6 si personne ne voit l'unité sur laquelle vous voulez tirer. Si par contre votre unité qui a la règle tir indirect, ou qui a des armes en tir indirect, est restée immobile, et que la cible sur laquelle vous voulez tirer est visible d'une autre unité amie, donc soit elle n'est pas cachée, vous la voyez, soit elle est cachée mais vous êtes dans les 15 pouces, et bien là vous pouvez lui tirer dessus avec le tir indirect, par contre vous touchez au mieux sur un 4. Et là maintenant il faut être immobile pour pouvoir faire ce tir sur un 4+. Si vous voulez tirer en tir indirect et toucher à 6, par contre vous pouvez toujours bouger. Si vous avez fait un tir indirect, vous ne pouvez pas faire d'action, évidemment.
Vous avez aussi maintenant le tir en combat rapproché, ça vous permet de tirer même quand vous êtes engagé au corps à corps. Par contre, vous ne pouvez tirer qu'avec des armes qui ont le mot-clé combat rapproché, ça vous permet de tirer sans aucun malus. Les monstres et véhicules peuvent aussi tirer en combat rapproché, peu importe s'ils ont une arme qui a la règle combat rapproché, par contre, ils touchent à -1, et ils ne peuvent pas utiliser d'armes qui ont déflagration pour tirer dans l'unité qui est engagée avec eux. Ils peuvent par contre toujours tirer avec une arme à déflagration sur l'unité qui serait pas engagée avec eux. Et si le monstre ou véhicule a une arme qui a la règle combat rapproché, eh bien il peut tirer sans le -1 pour toucher dans l'unité qui est devant lui, évidemment, sauf si c'est une arme à déflagration. Et comme d'hab, quand vous avez tiré en combat rapproché, vous ne pouvez pas faire d'action. On a aussi la règle du tir plongeant. Si vous êtes à 3 pouces ou plus de hauteur et que vous tirez sur un ennemi, alors vous avez +1 à votre CT, ce qui vous permet d'ignorer le couvert, et ça se cumule potentiellement avec des bonus à la touche. Si vous avez la règle lourd, vous pouvez avoir +1 CT et +1 à la touche. Donc si les étages dans les ruines de Games Workshop sont à 3 pouces de haut ou moins, ça veut dire que à notre phase de tir, on pourra bouger toutes les figurines en hauteur de 3 pouces pour les mettre sur le plateau, tirer et annuler du coup les bénéfices de couvert, et du coup encore profiter de la règle lourd si on l'a. Les unités qui ont le mot-clé imposant ont aussi +1 à la CT quand elles tirent sur des ennemis qui sont dans leurs 12 pouces, donc ce qui permet aux unités titanesques de bombarder quand ils sont proches et de pas être gênés par le couvert. Au niveau des aptitudes qui affectent le tir, on a l'aptitude anti, alors ça c'est un truc qui marchera aussi au corps à corps, ça fonctionne comme en V10, si vous avez anti-infanterie 2+, vous blessez tout ce qui a le mot-clé infanterie sur un 2+, point, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez ensuite la règle assaut, qui vous permet du coup de faire un tir d'assaut, vous pouvez avancer et tirer. Il y a la règle déflagration, qui est la même qu'en V10, mais maintenant il y a un chiffre derrière. Déflagration 1, c'est plus une attaque par tranche de 5 figurines dans l'unité visée. Si vous avez déflagration 3, c'est plus 3 attaques par tranche de 5 figurines, etc., etc. On a la règle combat rapproché, on vient d'en parler, ça permet de tirer même si vous êtes engagé. On a la règle blessure dévastatrice, qui va s'appliquer aussi au corps à corps. C'est comme en V10, ça fait des blessures mortelles, qui ignore du coup la sauvegarde, mais qui ne déborde pas d'une figurine à l'autre. Si vous avez une blessure dévastatrice qui fait 3 dégâts, et que la figurine en face qui prend la blessure, elle a que 2 PV, le petit dégât bonus qui n'a pas été affecté, il est perdu, il déborde pas sur une autre figurine. Ça c'est comme en V10. Le pont de tir fonctionne aussi comme en V10, vous pouvez tirer avec autant d'armes de l'unité embarquée dans le transport que la règle pont de tir vous donne. Si c'est pont de tir 3, c'est avec 3 armes. C'est toujours le transport qui compte comme ayant les armes, donc les aptitudes de l'unité embarquée ne s'appliquent pas à ces tirs, puisque c'est pas eux qui tirent, c'est le transport. Par contre, toutes les aptitudes qui affectent le transport s'appliquent bien à ces armes. Vous ne pouvez pas utiliser d'armes à tir unique quand vous tirez depuis le pont de tir. Vous avez aussi l'aptitude à risque, sur un 1 ou un 2, vous prenez une blessure mortelle sur de l'infanterie, ou 3 blessures mortelles sur un monstre ou un véhicule. Cette aptitude marche aussi pour les fuites désespérées et tout ce qui déclencherait un test de à risque, par exemple dans les débarquements un peu foireux. La règle lourd donne +1 à la touche si l'unité n'est pas engagée, si elle n'a pas bougé de plus de 3 pouces, il faut qu'aucune figurine n'ait bougé de plus de 3 pouces, et si l'unité n'a pas été posée sur le champ de bataille à ce tour. Donc débarquement, arrivée des réserves, frappe en profondeur, tout ça vous empêche d'avoir lourd. Donc c'est quand même plus pratique, vous pouvez bouger un peu et avoir un petit bonus, juste pour vous repositionner, pour pivoter un peu et faire passer votre canon de l'autre côté d'un mur, etc. Ignore le couvert, ça ignore le bénéfice du couvert, tout simplement, y compris pour les règles type discrétion et autres. Ça vous permet de ne pas souffrir du malus à la touche. Touche fatale et touche soutenue fonctionnent exactement comme en V10. Par contre, dans le cas de touche fatale, vous pouvez décider de ne pas l'utiliser pour faire des blessures dévastatrices. Si par exemple votre arme a touche fatale et blessure dévastatrice, en V10, si vous faites un 6 pour toucher, vous pouvez pas jeter le jet de blessure et donc vous passez potentiellement à côté d'un 6 pour faire une blessure dévastatrice. Là en V11, vous pouvez dire, j'utilise pas mon touche fatale parce que je veux aller chercher les blessures dévastatrices à la place, et donc même si je fais un 6, ça fera pas touche fatale, je jetterai mon jet pour blesser après. Vous avez précision, le joueur actif alloue les blessures au personnage de son choix s'il est visible, ça c'est exactement comme en V10, il faut toujours avoir une visibilité sur le personnage. Psychique, ça vous donne l'ignore tous les modificateurs à la touche, à la CC et à la CT. Ça marche au tir et au corps à corps, bien sûr. C'est une très très bonne règle maintenant, puisque tout ce qui est psychique a maintenant un bonus, au lieu d'être juste un mot-clé que certaines unités utilisaient pour avoir des bonus, eux, de leur côté. Tir rapide, ça marche exactement comme on avait dit, s'il n'y a pas de changement. Si vous êtes à mi-portée, vous rajoutez autant de dés d'attaque que le nombre indiqué à côté de tir rapide. Tir rapide 2, vous avez plus 2 attaques à mi-portée. Discrétion, ça fonctionne avec le bénéfice du couvert maintenant, c'est plus un -1 pour être touché, vous avez juste le bénéfice du couvert contre les attaques de tir, donc ça veut dire que vous pouvez vous balader entre les décors, en dehors des décors, à moitié à cheval sur les décors, vous en foutez, l'ennemi a tout le temps -1 à sa CT pour vous tirer dessus, sauf évidemment s'il ignore le couvert ou qu'il a des bonus qui compenseraient ça.
On a torrent, qui est exactement comme en V10, ça touche automatiquement, pas de changement, et on a jumelé, comme en V10, relance les blessures. Maintenant, au niveau de la séquence d'attaque, d'abord vous choisissez les armes qui vont attaquer. Au tir, c'est une ou plusieurs armes par figurine, point barre. Il n'y a plus de notion de pistolet ou autre maintenant, a priori ça a disparu. Vous allez juste choisir une ou plusieurs des armes de la figurine et vous allez pouvoir tirer avec. Il y a plus, j'ai pas vu en tout cas de mention de quoi que ce soit lié à ça. Au corps à corps, vous tapez comme toujours avec une seule arme de la figurine, sauf si vous avez une arme qui a la règle attaque bonus. Vous choisissez ensuite vos cibles. Si c'est du tir, une arme d'une figurine ne peut tirer que sur une seule autre unité ennemie. Donc si vous avez une arme qui fait 3 attaques sur votre petit Space Marine, vous pouvez pas dire il y a une attaque qui va sur cette unité-là, 2 attaques qui vont là-dessus. Par contre, si vous avez 5 fusils bolters, vous pouvez dire il y a 2 fusils bolters qui vont sur cette unité et 3 fusils bolters qui vont sur celui-là. Mais chaque fusil bolter fera toutes ses attaques sur l'unité sur laquelle le fusil bolter tire. Vous pouvez tirer seulement sur des unités qui sont visibles, évidemment, et non engagées. Au corps à corps, par contre, comme en V10, vous pouvez diviser les attaques entre plusieurs unités. Si vous avez 6 attaques et que vous êtes au corps à corps avec 2 unités, vous pouvez mettre 3 et 3, 4 et 2, 1 et 5, ce que vous voulez. Une fois qu'on a fait ces groupes d'attaques, des armes qui ont le même profil, on jette tous les dés. Donc tous ceux qui touchent pareil, qui ont la même force, la même PA et le même profil de dégâts, vous les jetez tous ensemble par défaut. Il n'y a plus de je jette un par un et je peux grouper si je veux. Maintenant par défaut, c'est groupé. Si votre jet touche, donc c'est-à-dire comme d'hab, comme en V10, vous passez à la blessure. Le jet à la blesse se fait exactement comme en V10, si votre force est égale à l'endurance, vous blessez sur 4+, si votre force est supérieure à l'endurance, c'est 3+, si votre force est supérieure ou égale à 2 fois l'endurance, c'est 2+, si votre force est inférieure à l'endurance, c'est 5+, et si votre force est inférieure ou égale à 2 fois l'endurance, c'est 6. N'oubliez pas le -1 à la CT que vous pourriez vous bouffer si l'ennemi est à couvert. Un 1 est toujours un échec, comme toujours, un 6 est toujours une réussite, et c'est même une réussite critique à la touche ou à la blessure. A priori, on peut toujours pas empiler de bonus ou de malus au jet de dés, au-delà de +1 ou -1. Vous pouvez jamais avoir un +2 au jet de touche. Par contre, vous pouvez faire +1 à la CT et +1 à la touche. Vous pouvez aussi faire -2 à la CT ou +2 à la CT, mais par contre, le jet de touche, a priori, ne peut pas être modifié au-delà de +1 ou -1. Ensuite, une fois qu'on a acheté tous ces jets de blessure, on passe aux sauvegardes. D'abord, il va falloir faire des groupes. Vous annoncez qui dans votre unité va prendre les dégâts en premier. Si votre unité c'est que des intercesseurs, il n'y a pas de question, il n'y a pas de groupe, c'est que des intercesseurs, ils ont tous le même profil. Mais si votre unité est mixte, vous avez des intercesseurs avec les gardiens d'ultramar, il va falloir dire qui prend en premier, les intercesseurs ou les gardiens d'ultramar. Et tous les dégâts qui seront alloués commenceront par aller sur le groupe que vous avez choisi en premier. Les groupes, vous les faites avec des figurines qui ont le même nombre de PV, le même sauvegarde et la même sauvegarde invulnérable. Chaque personnage va avoir son propre groupe. Vous pouvez pas dire c'est les Space Marines, puis c'est les 2 personnages. Vous devez dire c'est les Space Marines, puis c'est l'apothicaire, puis c'est le capitaine, par exemple. Et ensuite, vous prenez tous les dés de sauvegarde. S'il y a 25 sauvegardes à faire et que vous avez 3 groupes, vous jetez quand même les 25 dés de sauvegarde en même temps. Il n'y a plus de séquencement. Vous dites pas, bon bah j'ai 10 bonhommes, donc je jette d'abord les 10 premières saves. Ok, j'en ai raté 4, donc ça veut dire que je prends encore 4 autres dés de plus, je les jette, ok, je les ai ratés, maintenant ils sont morts. Là, vous prenez tous les dés, vous les jetez tous. Il n'y a plus de séquencement, même s'il y a des différences de sauvegarde et autres. Et ensuite, vous attribuez les dégâts en commençant par les jets les plus ratés. Donc, vous prenez un 1, c'est un raté. Est-ce que ça tue une figurine? Oui, on l'enlève. Ensuite, je prends mon autre 1, ça tue une figurine? Oui, je l'enlève. Ensuite, je prends un 2, ça tue une figurine? Oui, je l'enlève, etc. Quand un des groupes a été détruit entièrement, bah vous vous dites, ok, maintenant le groupe suivant, il a quel save? Il a une 4+. Ok, est-ce que j'ai des 3, des 2 et des 1? Oui, ok, donc je continue à attribuer les dégâts. Jusqu'à ce que vous dites, bah j'ai attribué tous les dégâts, ou alors bah maintenant ma save à 4+, il n'y a plus que des 4 et des 5, donc tout le reste c'est réussi. Ça veut dire que les unités qui ont des profils mixtes vont changer radicalement. Il y a des cas où ça sera mieux d'avoir une unité mixte, et il y a des cas où ça sera moins bien, en fonction du volume d'attaque à sauvegarder. Ça sera probablement plus rentable de très bien réfléchir sur qui va aller les premiers dégâts. Quand vous allez jeter 10 ou 15 dés de sauvegarde, vous allez forcément faire des 1 et des 2, vous allez perdre du monde. Donc vaut mieux attribuer sur les figurines les moins importantes d'abord. Par contre, si vous avez que 3 saves à faire et que vous avez une invulnérable à 4 dans votre unité, vous pouvez vous dire, bah en fait, je vais peut-être en réussir 2 et en rater qu'une, et du coup, je peux peut-être mettre d'abord sur la petite fille qui a le bouclier pour qu'elle meure en premier. Voilà, tout ça, il va falloir bien le réfléchir en fonction des probabilités de votre jet, puis bah il y a des fois ça marchera pas et vous allez être très déçus. Les personnages qui sont dans une unité quasiment détruite vont aussi détester
se faire choper par une horde qui sature de petites sauvegardes. Actuellement, si vous avez un perso qui a une invuln à 4, une save à 3 et il a un petit garde du corps, en général, le petit garde du corps, il tank une ou deux sauvegardes, et puis ensuite il est mort, et puis ensuite le perso, il en tank une ou deux, et ensuite il meurt. Là, vous allez juste jeter tous les dés d'un coup, donc ça veut dire que le 1, il tue votre petit garde du corps, et ensuite tous les 2, tous les 3, ils vont direct sur votre perso, et ils le défoncent, donc ça va être un petit peu plus violent pour les personnages isolés quand il y a des hordes qui les chopent, parce qu'ils vont probablement se faire sécher la tronche assez vite. Mais ça veut dire que c'est fini le je jette mes sauvegardes une par une. 4 plus invulnérable, c'est tanké. 4 plus invulnérable, c'est tanké. 4 plus invulnérable, c'est tanké. Ça, c'est fini. Vous allez juste jeter tous les dés. Je sais pas comment ça va marcher pour les invulnérables à 2 plus qui ratent au premier 1. J'imagine que du coup, vous allez jeter tous les dés. Et puis, s'il y a plus de 1 au moment où ça tape le perso, il est bon. Par contre, si le perso tout seul se prend 10 attaques, le premier 1 fait rater son invuln et boum, tous les autres vont dans sa tronche. J'imagine que ça va marcher comme ça. Ça veut sans doute dire que Gascul et Macari sont vachement moins solides quand vous les avoinez au tir et qu'ils sont tout seuls, parce que vous allez jeter 10 dés d'un coup. Au lieu de faire un premier dé, ça fait pas un. Deuxième dé, ça fait pas un. Troisième dé, ça fait pas un. Là, vous allez jeter 10 dés. Le premier 1 vous fait rater votre invuln et tout le reste va dans votre tronche. Est-ce qu'ils changeront ça? Faudra voir. Au niveau des blessures mortelles, ça s'applique toujours à la fin des attaques normales. C'est comme en V10, vous appliquez d'abord tous les dégâts des armes, normaux, des jets qui ont touché, blessé, sauvegarde, etc. Et ensuite, vous mettez les blessures mortelles ou les résultats des blessures dévastatrices. Ces blessures s'appliquent d'abord aux figurines qui sont déjà blessées, qui sont pas des personnages, puis aux figurines pas encore blessées, qui sont pas des personnages, puis aux personnages blessés, puis à n'importe quel personnage qui sera dans votre unité. Maintenant, on va parler des charges. Les charges, ça a changé. Maintenant, vous jetez les dés avant de déclarer sur qui vous allez charger. Vous dites pas, je charge cette unité, elle est à 8, je jette mes dés, c'est réussi ou pas. Vous jetez vos dés et vous regardez où vous pouvez aller. Pour réussir votre charge, il faut que vous mesuriez la distance à vol d'oiseau entre votre unité et l'unité ennemie. Vous mesurez pas le mouvement, vous mesurez la distance socle à socle la plus courte. Si vous pouvez arriver au socle à socle avec votre jet de charge, alors la charge est potentiellement possible. C'est la différence avec la V10. En V10, pour réussir une charge, il fallait rentrer dans les 1 pouce. Donc si l'ennemi il était à 8,9 pouces, c'était une charge à 8. Maintenant, si l'ennemi il est à 8,9 pouces à vol d'oiseau, c'est une charge à 9. Donc c'est plus dur de charger dans beaucoup de cas. Si vous êtes à la bonne distance à vol d'oiseau, votre jet de dés a fait 8, l'unité ennemie est à 8 pouces tout pile ou à 7 pouces, ça passe. Il faut maintenant mesurer si vous pouvez réussir votre mouvement de charge. Vous mesurez si vous traversez les décors ou pas, si vous devez contourner des décors, est-ce que vous avez des rotations à faire, etc. En fonction de ce mouvement, il faut réussir à arriver engagé avec l'unité ennemie, c'est-à-dire dans les 2 pouces. La portée d'engagement, c'est maintenant 2 pouces. Donc pour que la charge soit possible, il faut que le socle à socle soit bon par rapport au jet de dés que vous avez fait. Par contre, potentiellement, vous pouvez être en bonne distance à vol d'oiseau, mais en fait ne pas être capable de réussir la charge parce que vous avez 35 bouts de décor à contourner, et du coup vous pouvez pas le faire, et ça marchera pas. Dans ce cas-là, il faut choisir une autre cible. Si jamais le mouvement est possible, alors vous faites le mouvement de charge et vous placez vos figurines. Elles doivent être en cohésion. Chaque figurine doit se rapprocher d'une ou plusieurs cibles de sa charge. Chaque figurine qui peut finir son mouvement dans les 1 pouce doit le faire. Et chaque figurine qui peut finir engagée doit être engagée. Une fois que vous avez fait vos charges, vous avez droit à un mouvement qu'on appelle un mouvement d'insertion. Avant, on appelait ça un mouvement d'engagement, maintenant ça s'appelle un mouvement d'insertion. On fait toutes les insertions en même temps. C'est plus je fais ma charge, je fais... C'est plus je choisis l'unité qui va taper, je fais mon engagement, je tape, je consolide, et on passe à l'unité suivante. Là, vous avez fait vos charges, ensuite vous faites tous les mouvements d'insertion, ensuite vous faites tous les combats, ensuite vous faites toutes les consolidations. Le joueur dont c'est le tour fait toutes ses insertions d'abord, et ensuite le joueur dont c'est pas le tour fait toutes les siennes. Vous pouvez bouger de 3 pouces pour ce mouvement d'insertion, seulement si vous êtes déjà engagé, donc dans les 2 pouces d'une unité ennemie, si vous avez chargé à ce tour, et si vous avez fait un combat de débordement, on en parlera juste après. C'est un ou plusieurs de ces points-là. Donc si vous êtes engagé, mais que vous n'avez pas chargé et que vous n'avez pas fait de combat de débordement, vous pouvez quand même faire votre mouvement d'insertion. Ce mouvement d'insertion, il se fait de 3 pouces, et vous devez bouger vers une unité contre laquelle vous êtes déjà engagé. Si vous êtes déjà engagé, vous devez vous rapprocher d'une unité avec laquelle vous êtes engagé. Si vous n'êtes pas encore engagé, vous devez aller vers une unité qui est à 5 pouces ou moins, pour évidemment rentrer dans sa portée d'engagement. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, alors vous ne pouvez pas faire de mouvement d'insertion tout simplement. On ne peut pas déplacer les figurines qui sont déjà au socle à socle avec l'unité ennemie, celles-ci elles sont bloquées, vous pouvez bouger que celles qui sont pas encore au socle à socle, et votre mouvement d'insertion doit être fini au plus près de la cible, et engagé avec cette cible, si possible. En gros, ça marche très exactement comme en V10, il n'y a absolument aucune différence, c'est le mouvement d'engagement, sauf que vous les faites tous en même temps, au lieu de les faire unité par unité au fur et à mesure des combats.
Au niveau du combat lui-même, toutes les unités qui sont engagées ou qui ont chargé peuvent combattre. Votre charge vous donne toujours la règle combat en premier par défaut, et on commence avec tous les combats en premier. On fait un groupe avec toutes les unités qui ont combat en premier, et c'est elles qui vont taper d'abord, et ensuite on fera les combats normaux. Le joueur actif tape d'abord. Vous avez chargé, donc vous tapez en premier avec votre unité qui a combat en premier, et ensuite vous prenez une unité qui a combat en premier du joueur dont c'est pas le tour, et c'est à lui de taper. S'il en a pas, en tant que joueur dont c'est le tour, vous pouvez faire tous vos combats en premier. Vous avez chargé avec 3 unités, l'adversaire n'a pas de combat en premier, vous tapez avec vos 3 unités d'abord. Et quand tous les combats en premier sont résolus, on passe aux combats normaux en respectant l'alternance. Si le dernier combat en premier c'était le joueur actif, alors c'est au tour du joueur non actif de taper, et on alterne ensuite. Si le dernier combat en premier c'était le joueur non actif, alors c'est au tour du joueur actif de taper. On a aussi cette notion de combat de débordement. Les unités qui étaient engagées au début de la phase de combat, mais qui ne seraient plus engagées, peut-être parce que leur cible est morte, a déjà été tuée, ou les unités qui sont devenues engagées durant la phase de combat, et qui du coup n'étaient pas éligibles au début pour faire leur mouvement d'insertion, mais qui maintenant le sont, alors ils peuvent faire un mouvement d'insertion de 3 pouces et combattre ensuite. Donc par exemple, vous avez 2 unités qui ont chargé un transport, la première unité tape le transport, tue le transport, l'unité qui avait chargé le transport peut faire un mouvement d'insertion, même s'ils en avaient déjà fait un au début de la phase. Et enfin, vous pouvez toujours consolider. Donc on attend d'avoir résolu absolument tous les combats, et ensuite on fait toutes les consolidations ensemble. Le joueur actif fait toutes ses consolidations d'abord, le joueur non actif fait toutes ses consolidations après. La consolidation c'est toujours 3 pouces. Si vous êtes encore engagé au corps à corps, vous devez vous rapprocher de l'unité avec laquelle vous êtes engagé et mettre vos figurines au socle à socle. Si vous n'êtes pas engagé mais que vous êtes dans les 3 pouces d'unité ennemie, alors si vous choisissez de consolider, vous devez aller engager cette unité. Et si vous n'êtes pas engagé et que vous n'êtes pas dans les 3 pouces d'unité ennemie, alors vous avez le droit de vous déplacer vers un objectif à la place. Même si vous êtes déjà dans cet objectif, vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de l'objectif ou vous en rapprocher. Vous pouvez décider de ne pas consolider si vous n'avez pas envie de le faire. On a maintenant toutes les aptitudes liées au corps à corps. Alors la première c'est abattage, c'est le fameux cleave, c'est déflagration, mais pour le corps à corps, vous avez plus X attaque au corps à corps par tranche de 5 figurines ennemies dans l'unité cible. C'est pas les unités, c'est pas les figurines qui sont au socle à socle ou en portée d'engagement de votre figurine, c'est si vous avez un warboss qui touche une figurine ennemie, qui est dans une unité de 20 figues, et bien le warboss qui a abattage 1, il va avoir plus 4 attaques. Si vous avez abattage 3, chaque tranche de 5 figurines, c'est 3 attaques en plus. On a ensuite lance, comme en V10, ça vous donne plus 1 pour blesser si vous avez chargé à ce tour-ci. On a attaque bonus, ça marche comme en V10, vous pouvez taper avec toutes les armes qui ont attaque bonus en plus de l'arme que vous auriez choisie. On a combat en premier, qui vous donne la règle combat en premier, beaucoup moins fort qu'en V10, puisque ça ne vous permet pas de taper d'abord sur un ennemi qui vous aurait chargé, par contre ça vous permet que si l'ennemi vous tape, vous pouvez taper juste après. Donc si vous êtes fait charger avec 3 unités ennemies, eh bien il n'y en a qu'une seule de l'ennemi qui va vous taper avant que vous ripostiez, ou si vous êtes déjà au corps à corps avec une unité ennemie, eh bien vous allez pouvoir activer cette unité qui a combat en premier, juste après que l'adversaire ait tapé avec ses premières charges. Ça vous permet aussi, si l'ennemi n'a pas chargé, de taper en premier pendant le tour de l'adversaire, puisque l'ennemi n'a pas de combat en premier, et vous oui, même si c'est durant son propre tour. Donc ça reste une bonne règle, mais elle est moins forte qu'en V10. Au niveau des objectifs, les objectifs c'est maintenant des zones de décor, donc c'est beaucoup plus gros, vous pouvez mettre beaucoup plus de figurines dedans, ça donne le couvert aux unités infanterie, bêtes et nuées qui seraient dans ce décor, donc c'est beaucoup plus intéressant de se mettre dans les objets, parce que de toute façon c'est là où vous avez envie d'aller en milieu de table, pour être un peu planqué. En général c'est ces objectifs-là qui vous permettront d'avoir la règle cachée aussi, donc beaucoup plus intéressant d'y aller. L'OC se mesure comme en V10, figurine par figurine, il suffit de toucher la zone de décor, vous n'avez pas besoin d'être entièrement dedans pour mettre votre OC dans cet objectif. Les figurines ébranlées sont OC rien du tout, c'est plus OC 0, donc il n'y a pas de possibilité de donner plus 1 à l'OC à ces figurines avec une bannière ou je sais pas quoi, ça c'est fini, c'est si vous êtes ébranlé, vous ne contrôlez littéralement rien du tout. Et il y a maintenant une règle objectif sécurisé, qui est finalement le sticky objectif qu'on connaît, hein. Donc si vous avez cette règle, eh bien vous avez sécurisé l'objectif, il reste sous votre contrôle, jusqu'à ce que le niveau de contrôle de l'adversaire dépasse le vôtre à la fin d'une phase. Mais au moins maintenant il y a une règle spéciale, et donc la règle qui sera donnée par fiche d'unité, ils pourront juste dire cette unité peut sécuriser les objectifs. Point. Voilà. Au niveau des réserves, les réserves stratégiques fonctionnent comme en V10. Vous pouvez pas mettre de fortification en réserve, et vous pouvez pas mettre plus de la moitié de vos points d'armée en réserve. Pour arriver des réserves, vous faites ce qu'on appelle un mouvement d'arrivée, qui est indiqué à droite.
L'unité est considérée comme posée sur la table, elle doit être à 6 pouces d'un bord de table, elle doit être à plus de 8 pouces des unités ennemies, je rappelle donc que ça fait bien une charge à 9, puisque si vous êtes à plus de 8, la distance pour arriver au socle à socle, c'est 9. Vous pouvez arriver dans la zone de déploiement ennemi, mais seulement à partir du troisième round de bataille, comme en V10, et quand vous êtes sur la table, vous ne pouvez pas bouger, mais vous pouvez tirer ou déclarer une charge si vous le souhaitez. On a quelques autres aptitudes à regarder aussi, on a la destruction néfaste, ça fonctionne exactement comme en V10, quand un véhicule est détruit ou un monstre est détruit, sur un 6, il explose, et donc ça fait des blessures mortelles dans les 6 pouces. L'insensible à la douleur marche exactement comme en V10, c'est exactement pareil, si vous avez un sensible à 4+, chaque dégât que vous subissez sur un 4+, il est annulé. Vous avez la règle stationnaire qui, elle, change, ça ne s'applique plus du tout, je pense, aux aérodynes spécifiquement. Cette règle vous permet de ne pas retirer 2 pouces à votre distance de mouvement maximum quand vous volez. C'est donc un signe, je pense, que ça va plutôt aller sur des tanks très mobiles, des véhicules très mobiles, type peut-être les véhicules Eldar, les véhicules Drukhari, des choses comme ça. C'est probablement, à mon sens, un signe que les aérodynes qui avaient la règle stationnaire ne seront plus du tout des aérodynes, je pense que ça sera juste des véhicules qui auront la règle vol, et peut-être du coup la règle stationnaire aussi, mais on en parlera juste après des aérodynes parce qu'il y a un changement aussi. Ensuite on a infiltrateur, ça marche comme en V10, vous pouvez vous mettre n'importe où sur le champ de bataille au déploiement, à plus de 8 pouces de la zone de déploiement adverse et de toutes les unités ennemies. On a toujours la règle éclaireur qui marche exactement comme en V10. Au début de votre tour, vous faites votre petit mouvement d'éclaireur. D'abord le joueur qui commence la partie, puis le joueur qui ne commence pas la partie. Si vous avez un transport dédié et que toutes les figurines embarquées dedans ont scout, ont éclaireur, le transport peut faire ce mouvement à la place. Et vous ne pouvez faire ce mouvement que si vous êtes entièrement dans la zone de déploiement. Ça veut dire que les infiltrateurs qui auraient aussi éclaireur, par exemple les Scouts Space Marines, ne peuvent pas commencer la partie en étant infiltrés à 8, faire un mouvement d'éclaireur de 6, puis bouger de 6 pouces et charger un truc par exemple. Ça c'est terminé. C'est soit vous êtes infiltré, soit vous faites votre mouvement de scout, mais dans ce cas-là vous devez être dans votre zone de déploiement. Autre changement, si l'unité qui a la règle éclaireur était en réserve stratégique, vous pouvez la déployer au début de la partie dans votre zone de déploiement grâce à ce mouvement éclaireur. Donc vous vous dites, je sais pas si j'ai envie de mettre mon Rhino avec tous mes infractors directement sur la table ou si je préfère pas le garder pour le deuxième tour. Là je me rends compte que je commence, ça va pas être bon pour moi si je le garde en réserve, donc avec le mouvement d'éclaireur, paf, je le fais arriver directement dans ma zone de déploiement, alors que normalement il aurait fallu attendre le tour 2. On a aussi la règle marcheur super lourd qui était avant réservée aux chevaliers impériaux et chevaliers du chaos. Maintenant c'est une règle universelle, une aptitude universelle. Ça vous donne toujours la capacité de traverser les figurines ennemies, y compris les monstres et les véhicules, ce que normalement les monstres et les véhicules ne peuvent pas faire en V11, vous traversez toutes les figurines sauf monstres et véhicules. Vous pouvez toujours pas traverser des titanesques. Vous pouvez aussi traverser des zones de terrain qui font 4 pouces ou moins en hauteur. Et en plus de ça, si vous avez envie de traverser tous les décors, dans ce cas-là, vous pouvez vous donner le mot-clé mobile, qui vous permet de passer tous les décors, mais par contre, sur un 1, sur un D6, vous êtes ébranlé. C'est la règle qu'avaient les chevaliers du chaos et les chevaliers impériaux, sauf que maintenant c'est une aptitude que potentiellement d'autres figurines auront. Ça marche pour les mouvements normaux d'avance ou de retraite, mais pas de charge. Autre changement, on a l'ébranlement. L'ébranlement ne s'en va plus automatiquement au début de la phase de commandement, il va falloir retester ce jet d'ébranlement à chaque tour. Les unités à leur demi-force doivent tester à la phase de commandement maintenant pour l'ébranlement. Il ne faut pas être en dessous de sa demi-force. Si vous êtes à votre demi-force, vous avez une unité de 4 figurines, vous faisiez pas de test avant tant qu'il vous en restait pas qu'une seule. Maintenant, dès qu'il vous reste 2 figurines, vous devez faire des tests d'ébranlement. Au niveau des aérodynes, on a un gros changement maintenant aussi. Déjà, ils doivent toujours être mis en réserve, ça c'est comme en V10. Par contre, ils ne se déplacent plus du tout sur la table. Ils ne peuvent faire aucun type de mouvement, rien, à part le mouvement d'arrivée. Vous placez donc votre aérodyne sur la table, il peut tirer, et à la fin du tour adverse, vous reprenez forcément, vous devez reprendre cet avion et le mettre en réserve stratégique pour qu'il réarrive à votre prochain tour. Toutes les unités ennemies peuvent passer à travers les aérodynes, les unités ennemies ne peuvent pas, les unités ennemies ignorent complètement. Les unités ennemies ignorent complètement les aérodynes quand ils font des mouvements d'engagement, de consolidation ou d'élan, ils s'en foutent, ça n'existe pas. Et si vous êtes engagé avec un aérodyne, et seulement un aérodyne, vous pouvez toujours faire un mouvement normal ou d'avance. Les aérodynes n'ont pas non plus la règle tir de plongée, là, le plunging fire, la règle qui donne +1 à la CT quand vous êtes dans les 12 pouces, ce qui est débilissime, puisque s'il y a bien un truc qui devrait pouvoir tirer en ignorant le couvert, c'est bien les avions, et en plus, on ne peut pas non plus avoir cette règle quand on tire sur un avion. Et enfin, les avions ne peuvent pas charger, ne peuvent pas être chargés, sauf par des unités qui sont volantes.
Et donc du coup, ça veut dire que on ne sait pas s'il y a la frappe en profondeur. Je pense qu'ils vont donner frappe en profondeur à tous les avions pour pouvoir les faire arriver ailleurs que sur les bords de table. Je pense que du coup, tous les avions qui avaient le mot-clé stationnaire vont être transformés en véhicules normaux et ne seront plus des aérodynes. Et je pense que tout ce qui avait une règle type bombe, genre si tu survoles une unité, tu lui fais des dégâts, je pense que cette règle va changer. Ça va être un truc genre les unités à 12 pouces prennent des dégâts, etc., etc. Je pense que ça rend les aérodynes encore moins bons qu'avant. Parce que bah en fait ils peuvent plus être sur la table, ils peuvent plus rien faire, ils servent plus à rien. Si c'est un transport, vous êtes obligé de le faire arriver et débarquer quelque part sur la table. Vous pouvez pas déplacer le transport puis débarquer vos bonhommes. Bref, il y a plein de trucs vraiment nuls. J'espère que les avions qui avaient le mot-clé stationnaire, type par exemple le Corvus Blackstar, les choses comme ça, vont pouvoir avoir des aménagements et seront traités comme des véhicules normaux, pas comme des aérodynes. Le fait qu'ils aient pas le tir plongeant, c'est vraiment teubé. Bref, les aérodynes sont encore plus pourris dans cette version que dans la version précédente. Au niveau des personnages, on a maintenant deux types de mots-clés. Vous avez le mot-clé meneur ou le mot-clé support. Vous ne pouvez avoir qu'un seul meneur par unité, vous ne pouvez pas attacher deux meneurs. Par contre, vous pouvez ajouter un meneur et un support. Mais un seul support, vous ne pouvez pas mettre un meneur et deux supports. Vous pouvez aussi juste mettre un support sans aucun meneur. Les meneurs peuvent ne pas mener d'unité, vous pouvez les prendre et les mettre à pied tout seul. Et les supports, par contre, doivent être inclus dans une unité obligatoirement, vous ne pouvez pas les jouer tout seul à pied. Les personnages, quand leur unité est détruite, s'ils étaient attachés à une unité, les personnages gardent toutes les aptitudes qu'ils avaient. C'est-à-dire que les aptitudes qui disaient tant que ce personnage mène une unité, blablabla, et bien même quand l'unité est détruite, on considère qu'il avait une unité et donc il garde cette aptitude. Par contre, si leur unité est détruite, eh bien il doit faire des tests d'ébranlement. Même si le perso est tout seul, il ne devient plus une unité tout seul. Et donc si par exemple vous aviez votre capitaine avec ses 5 terminateurs, quand il n'y a plus de thermie et qu'il n'y a que le capitaine thermie, eh bien le capitaine il a un test d'ébranlement à faire à chaque tour puisque bah, tous ses potes sont morts. Et la gestion des mots-clés fonctionne exactement comme en V10, à savoir que un Psyker que vous mettez dans une unité va donner le mot-clé Psyker à l'unité. Un personnage qui serait infanterie qui rejoindrait une unité qui serait véhicule va donner le mot-clé infanterie à l'unité, etc., etc. On a aussi des changements sur les stratagèmes. Chaque joueur ne peut utiliser le même stratagème plus d'une seule fois par phase. Donc il n'y a pas de je fais deux fois le même strata à la suite, ça fonctionne pas. Et vous pouvez pas ajouter plus d'un seul stratagème à une unité à la même phase. Vous pouvez pas dire par exemple j'ai armure de mépris et je mets fumée sur le même véhicule. Vous pouvez pas dire j'ai fait une relance de charge et je fais aussi une attaque de char. Vous pouvez pas dire je fais grenade à ma phase de tir et ensuite je me mets la relance des touches avec un strata. Il va falloir choisir quel strata vous voulez utiliser sur chaque unité. Les stratagèmes de base ont aussi changé. Vous avez la relance de commandement, toujours, qui vous permet de relancer un jet d'avance, de charge, de dégâts, un jet de à risque, un jet de touche, un jet de sauvegarde, un jet de blessure, ou un jet pour déterminer le nombre d'attaques faites par une arme. Ça, a priori, ça change pas spécifiquement. Ensuite, vous avez le stratagème explosif qui remplace le grenade. Ça fonctionne exactement pareil, mais c'est le mot-clé explosif ou le mot-clé grenade. J'imagine que c'était pour dire qu'il y a des unités qui pourraient pas avoir de grenade, mais qui pourraient exploser. On a le challenge épique qui du coup fait toujours précision d'un personnage à un autre. Évidemment, il faut toujours que le personnage ennemi soit visible. Vous avez Crushing Impact qui est le tank shock, sauf que maintenant ça marche sur les monstres. Et aussi, non seulement vous faites des blessures mortelles à l'ennemi sur des 5+, mais sur chaque 1, vous vous faites aussi une blessure mortelle. Donc quand vous faites une attaque de char avec un Land Raider endurance 12, vous jetez 12 dés. Des 5 et des 6, vous allez en faire 4. Donc vous allez causer 4 blessures mortelles à l'adversaire. Par contre, vous allez en prendre 2 en stats. Donc c'est plus gratuit, et donc un véhicule qui a plus qu'un PV, il va sans doute pas faire de tank shock, parce que sinon il va se tuer tout seul, à moins que vous ayez envie de mourir et d'exploser sur l'adversaire, si vous avez un strata qui vous fait exploser automatiquement, ou qui vous fait exploser plus facilement. Dans ce cas-là, ça peut être rigolo. Vous avez Bravoure Insensé qui réussit automatiquement un test d'ébranlement dans la phase de commandement seulement. Évidemment, vous ne pouvez pas le faire sur une unité qui sera déjà ébranlée, puisque vous ne pouvez pas faire de strata sur les unités ébranlées. Vous avez ensuite l'arrivée précipitée, qui fonctionne exactement pareil, sauf avec les aérodynes, ça ne marche pas sur les aérodynes. Vous avez Fumée, qui vous donne le bénéfice du couvert, ça le donne sur l'unité qui a fumé, mais ça le donne aussi sur n'importe quelle unité qui serait cachée par l'unité fumée. Comme ça dure jusqu'à la fin de la phase, ça veut dire que si vous avez un petit transport qui a le mot-clé fumée et une unité qui est derrière, qui est un peu cachée mais que l'adversaire pourrait voir, vous mettez fumée sur le transport, bien l'adversaire, il aura -1 à sa CT pour tirer sur le transport, mais aussi sur l'unité qui est derrière le transport. Alors que normalement, l'unité n'a pas le couvert, le véhicule ne bouge pas la ligne de vue, et donc, poum, vous pourriez tirer dessus sans avoir de malus. Vous avez le tir en état d'alerte qui a beaucoup changé, maintenant ça se fait à la fin de la phase de mouvement adverse. Vous prenez une de vos unités hors titanesque
et elle peut tirer sur n'importe quelle unité ennemie visible dans les 24 pouces. Vous touchez toujours sur des 6, peu importe les modificateurs, vous ne pouvez pas relancer les touches, et ça vous empêche de faire des actions jusqu'à la fin de la phase. Ça veut dire que vous pouvez attendre que l'adversaire ait bougé toutes ses unités, et ensuite vous dites, ça va tirer là-dessus, ça touche sur des 6, pas de relance de touche, donc en gros, la meilleure unité qui va pouvoir tirer en état d'alerte, et qui aurait pas une règle qui est je touche sur 5+, ou je touche sur 4+, en tir en état d'alerte, la meilleure unité dans ce cas-là, ça va être une unité qui a, par exemple, touche soutenue 2, où là, chaque 6 va faire en fait 3 touches au lieu d'une seule, mais il n'y a plus de relance, il n'y a plus de machin comme ça, vous pouvez plus pêcher, essayer d'aller chercher encore plus de touches, donc ça va être moins violent qu'avant, par contre c'est plus flexible. Vous avez l'intervention héroïque, qu'on avait déjà vu, ça se fait à la fin de la phase de charge ennemie, c'est plus après que l'ennemi ait fait un mouvement de charge, c'est à la fin de la phase de charge adverse. Vous prenez une de vos unités qui est dans les 12 pouces d'une unité ennemie, ça peut être un véhicule, s'il est personnage ou marcheur. Vous pouvez ensuite choisir deux modes d'action. Soit vous faites une charge jusqu'à 12 pouces, faut jeter vos dés bien sûr, mais une charge jusqu'à 12 pouces sur une unité ennemie qui aurait chargé dans la phase. Donc là, ça fonctionne comme l'intervention héroïque actuelle, sauf qu'il n'y a plus de limite à la portée de charge. Si l'ennemi a fait sa charge à 12 pouces de vous, vous pouvez tenter de le faire, il faut faire 12 sur vos dés, mais vous pouvez le tenter. Sinon, l'autre option, qui elle va vous coûter 2 points de commandement au lieu d'un seul, vous pouvez faire une charge que de 6 maximum, vous devez quand même jeter le dé, donc vous pouvez quand même faire 2, 3, 4, 5, mais si vous faites 7, 8 ou 9, ça compte comme un 6. Mais du coup, ça vous permet de charger n'importe quelle unité ennemie qui serait dans les 6 pouces de votre unité. Donc ça vous permet de charger dans le tour adverse pour 2 PC, mais seulement sur une unité qui serait à 6 pouces de vous. Ensuite, vous avez la contre-offensive, donc vous attendez que l'adversaire ait tapé avec une de ses unités dans son tour, et ensuite vous pouvez dire, pour 2 PC, moi je vais taper là tout de suite. En gros, ça vous donne combat en premier, et du coup ça doit être la prochaine unité qui tape. On a aussi quelques détails sur les actions. Pour pouvoir faire une action, il faut évidemment être sur le champ de bataille. Vous ne pouvez pas être un aérodine ou une fortification, vous ne pouvez pas être ébranlé, vous ne pouvez pas avoir 0 dossé ou pas dossé du tout, vous ne pouvez pas être engagé, sauf les titanesques. Tous les titanesques peuvent maintenant faire une action quand ils sont engagés. Vous pouvez pas faire d'action si vous avez fait un mouvement d'avance ou de repli, ou si vous avez déjà fait une action à ce tour-ci. Donc ça va vraiment limiter le nombre de trucs qui peuvent faire des actions. Si une unité démarre une action, vous ne pouvez pas tirer, sauf les titanesques, vous ne pouvez pas charger non plus. Et vous ne complétez pas non plus une action si vous faites un mouvement ou si vous bougez. Donc par exemple, si vous avez démarré une action à votre tour et que vous devez compléter cette action à la fin du tour adverse, si l'adversaire s'approche et que vous avez un mouvement réactif de D6 pouces, si vous faites ce mouvement, ça annule votre action. Les mouvements d'engagement et de consolidation ne comptent pas, donc vous pouvez démarrer l'action si vous n'êtes pas engagé. Si vous vous faites charger dans le tour adverse et que vous survivez, vous avez le droit de bouger et de consolider, votre action sera toujours valide. Et enfin, le dernier changement, c'est les mouvements d'élan. Les mouvements d'élan sont maintenant un type de mouvement générique au lieu d'être fiche d'unité par fiche d'unité. Vous pouvez donc faire ce mouvement d'élan déjà si votre unité a la règle qui vous permet de le faire, si votre unité n'est pas ébranlée, si votre unité n'est pas au corps à corps, et si votre unité n'a pas déjà bougé à cette phase. Donc si jamais vous avez un mouvement quand on vous tire dessus et un stratagème pour faire ensuite un mouvement d'élan, vous n'avez pas le droit de faire et le mouvement quand on vous tire dessus et le mouvement d'élan derrière. Ce mouvement d'élan, ça vous permet de vous approcher de l'unité, y compris de l'engager au corps à corps. Si vous pouvez l'engager, vous devez l'engager. Si vous pouvez pas l'engager, vous devez vous rapprocher le plus possible. C'est pas vous rapprocher, c'est vous rapprocher le plus possible de la cible. En général, la cible, c'est l'unité la plus proche. Et voilà à peu près pour tous les changements de cette V11 par rapport à la V10. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. On savait déjà quasiment tout, mais comme ça, vous avez une vidéo consolidée avec tout dedans. Je vous ferai sans doute une autre vidéo dans la journée pour vous parler des missions principales et des missions secondaires qui ont leaké. Donc on devrait pouvoir couvrir tout ça aussi, peut-être dans la même journée. On verra. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, vous me direz ce que vous pensez de tous ces changements. Moi perso, je trouve que c'est très bien, sauf pour ces pauvres aérodines qui vraiment prennent encore ultra cher. J'attends de voir ce qu'ils vont faire sur les modifications de fiches d'unité avec le stationnaire, les règles des bombes, mais j'avoue que là, voilà, ils ont vraiment pas envie qu'on joue nos pauvres avions, clairement. Maintenant, vous avez comme d'hab dans la description le lien MyHobbyPlace qui vous permettra de précommander la boîte de lancement Armageddon ou juste d'acheter ce que vous voulez comme figurine moins cher que chez Games. Et si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, ma chaîne évidemment, ça me reverse une petite commission. Et puis vous avez aussi la page Tipeee dans la description qui vous permet de soutenir la chaîne. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Et puis évidemment, vous avez comme d'hab la zone de boutons YouTube, la zone de commentaires, toujours important, n'hésitez pas à cliquer dessus. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!